Bonjour, avant d'entamer quoi que ce soit, bon, tout d'abord je vais présenter la journée d'aujourd'hui. On est le 20 mars. Donc aujourd'hui nous sommes en plein dans le printemps. L'hiver, c'est pas le 21 mars, hein. Cette année-ci, le printemps, c'est le 20 mars et pas le 21. Euh, eh bien, on peut nous renvoir à l'hiver 2025. Il est terminé. L'hiver 2025 est terminé. Donc on est en plein, en début, premier jour de printemps. De toute façon, l'hiver, fin d'hiver était méconnaissable, hein. On a reconnu juste un printemps, oui, en fin d'hiver. On avait beaucoup d'éclaircies, des températures, je veux dire. Bon, les températures étaient froides, mais on a atteint en cours de journée, parfois, on pouvait atteindre certaines températures qui étaient, je veux dire, qui n'étaient pas de l'ordre des températures d'hiver. Alors on a connu quand même 15, au moins 15 jours d'ensoleillement, enfin d'éclaircies. Plus de 15 jours, sur le mois de mars. Voilà, plus de 15 jours avec avril, hein, en comptant avril et mars. Plus de 15 jours, mais vraiment des éclaircies, des belles éclaircies, hein. Maintenant, les températures, c'est vrai que c'est autre chose parce que c'est un petit peu froid. Enfin, ici aujourd'hui, non, mais hier, il a fait bon. Hier, il a fait bon, les températures étaient très bonnes. Par contre, de toute façon, c'est le printemps. C'est le printemps maintenant. Il n'y a plus besoin de raisonner en termes de, de saison hivernale parce qu'on est au printemps. Alors je vais vous présenter ici un robot, un nouveau robot. Euh, c'est un autre type de robot. Vous voyez que, bon, avant de commencer quoi que ce soit, c'est ce que j'allais vous dire. On pouvait voir, bon, certains robots. Vous tapez robot, tapez certaines marques de robots. Et, par exemple ici j'ai tapé Polar. Polar, pour avoir des robots, ben, je veux dire, on a toutes sortes de robots. Vous tapez un robot industriel, voire robot manipulateur. Voilà. Et alors, il y a des systèmes intégrés. Polar fabrique aussi des systèmes intégrés. C'est pas que des robots, c'est toute une chaîne de fabrication. Donc maintenant, quelqu'un qui a les moyens, ben, il peut se permettre, voilà, de commander une chaîne, des mini-chaînes comme ça de fabrication. Vraiment des mini-chaînes de fabrication, des découpeuses. On peut tout avoir, hein, tout avoir, des découpeuses, voilà, des fraiseuses, tout ce qu'on veut. On peut l'avoir, il suffit de demander. Maintenant, si c'est du standard, ben, on offre une chaîne standardisée. Maintenant, si c'est du non standard, là, il faut fabriquer, bon, ça coûte plus cher parce que c'est à la pièce. Et donc, ce que je disais, c'est que on peut fabriquer pour quelqu'un qui a les moyens pour d'investissement, il peut créer une usine, voire une mini-usine ou une usine, je veux dire, industrielle, voilà, plus grosse usine. Et il peut se permettre, s'il se peut permettre avec ses moyens. Maintenant, le tout, avoir une usine, c'est pas le tout, hein. Il faut savoir gérer les affaires aussi, hein. Voilà, maintenant, alors maintenant, il y a des usines, c'est rempli de robots. Rempli de robots. Voilà, beaucoup de gens ont fait ont basculé. Ont basculé. D'ailleurs, c'est pour ça que on rencontre plus de gens qui ne travaillent plus. Parce que, je veux dire, beaucoup de personnes, je veux dire, sont mis au banc voilà, du travail. À cause de ça. À cause de toutes ces machines-là. Et on va aller beaucoup plus loin, notamment avec l'intelligence artificielle. Et donc on pourra fabriquer, je veux dire, au travers des bancs comme ceci, voilà, des systèmes, c'est des systèmes intégrés. Voilà, ici vous avez une découpe d'étiquettes. Voilà. Et alors on peut fabriquer pas mal de systèmes. Alors avant déjà il y avait des machines. L'industrialisation, c'est une chose, mais il y a eu aussi l'automatisation. L'automatisation de l'industrialisation. Donc l'automatisation, c'est ramener des ordinateurs, c'est ramener... déjà, l'ordinateur, en soi, il a ramené, il a réduit, il a permis, je veux dire, il a permis, c'est pas un bon terme que je devrais dire, mais en fait, il a mis au chômage beaucoup de personnes, parce que je veux dire, la restructuration, c'est justement parce qu'en fait, on veut essayer de réduire les coûts, et réduire les coûts, c'est en fait trouver de nouvelles techniques pour d'amélioration
voilà, de la production, en termes de qualité, en termes de service, en termes de rendement et en termes de tout. En termes de tout. Donc, on va plutôt s'employer à utiliser euh, bon, tout ce qui est machinerie. Bon, déjà, les machines industrielles euh, mettent, ont mis des gens au chômage, ça c'est d'office. Les ordinateurs, n'en parlons pas, en parlant des secrétaires, etc., etc. Les secrétaires, c'était les premières à être, et tous ceux qui travaillent dans les, les magasins voilà, les magasins d'usines, les magasins d'usines, les magasiniers, on va dire ça, les magasiniers d'usines. Bah, je veux dire, s'il en fallait 10 auparavant, bah, après, avec l'ordinateur, bah, la gestion de stock par ordinateur, bah, je veux dire, gestion de magasin, ça, trois personnes à la place de 5 suffisait. Et encore, je dis deux trois personnes, normalement 2 personnes, ça suffisait. Sur 5 ben, on restructurait, on passe à la trappe 3 personnes. Voilà, et deux faisaient plus de travail, si vous voulez, mais de manière informatisée. Donc l'informatique, l'industrialisation, la robotique et tout ce qui s'ensuit, l'automatisme, les robots, les automates programmables, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, hum, euh, les robots, comme j'ai dit, les machines à commande numérique, et ainsi de suite. Tout ce qui est, je veux dire, production, je veux dire, établi par une machine, réalisé par une machine, ou un travail fourni par un ordinateur ou une machine, ben c'est bien sûr toute une panoplie, c'est un pan de personnes qui ne travailleront plus. Parce que la machine remplace l'homme. Non, la machine remplace l'homme. Alors si c'est fait à outrance, ben, je veux dire, il ne restera plus que des gens, des personnes dédiées à la maintenance, voire à la mise en route des machines et à la surveillance des machines. Et à côté de ça, il y aura toute une panoplie de personnes bon, ben, qui ne travailleront pas, puisque en fait ce sont les machines qui travaillent. Et donc on a une époque comme ça, hein. C'est une époque comme ça. L'époque voilà, de 2025, euh, beaucoup de machines, beaucoup d'usines, si elles veulent être productives, ben, en fait, si elles veulent du rendement et produire à bas coût, rien de tel que d'utiliser, je veux dire, de robots. Parce que si vous faites travailler du personnel, il va vous demander de l'argent. Et bon, le robot, lui, il ne demande pas de l'argent, il demande juste de l'énergie, enfin de l'énergie électrique, et il suit les instructions. Voilà, il ne demande rien, il ne demande pas d'argent. Par contre, un être humain, bon, ce qu'il va faire, il va demander de l'argent, puis il va demander, à un moment donné, il va tomber malade, il faudra lui payer, et puis à un autre moment, bah, il va demander, je veux dire, ce qui va se passer, c'est qu'il peut avoir un conflit avec la- des membres du personnel au sein de la société, il va porter plainte et il va demander voilà, des indemnisations qui vont coûter très cher à la société. Ou alors, si on va restructurer, on va mettre des gens dehors, ben, il faudra payer. Et voilà, tout ça. euh, bon, si maintenant quelqu'un demande une indemnisation pour une raison ou l'autre en tant que syndiqué de 200 000, 150 000, voire 200 000 euros, une société, une fois, deux fois, trois fois, la société ne va pas rester. Voilà, parce que 200 000 fois 3, s'il y a 3 personnes qui demandent des indemnisations sur 3 ans, 200 000 fois 3, ça fait déjà 200, 400 ou 600 000 euros. 600 000 euros qui peuvent faire travailler énormément de personnel. C'est pour ça que bon, euh, on met de plus en plus de machines parce que ouais, voilà, les machines ne sont pas syndiquées, les machines voilà, ne demandent pas de salaire, les machines ne vont pas à la toilette toutes les 5 minutes, les machines, quand il y a, les machines ne font pas de conflit émotionnel, et ainsi de suite. La machine, on câble, si elle est fonctionnelle, elle travaille, point. Elle fait son travail. Et donc, une machine a plus voilà, de, de- de rentabilité, plus de rendement, plus de gains productifs qu'un être humain. Ça, c'est recta. Et donc, euh, fatalement, je veux dire, ceux qui pensent à placer des sociétés, enfin à construire des sociétés de production, la première chose qui viendrait à leur esprit, ben, c'est d'utiliser des moyens techniques appropriés de l'époque pour essayer d'avoir voilà, un gain de temps, un gain d'argent. Et la solution est toute faite quand on a voilà, justement des services qui sont rendus tels que qu'ici,
Bon, de temps en temps, ça demande une personne, mais en tout cas, ça demanderait une personne, pas 10 personnes. Parce qu'une société d'emballage, si vous, une société qui emballe, voilà, enfin, je m'excuse, c'est pas une société d'emballage. Une société qui fait de l'emballage, à un moment donné, dans sa chaîne de production, parce que une chaîne, comme son nom l'indique, c'est la chaîne, hein. On passe voilà, d'une fonction à une autre au travers de la chaîne pour avoir le produit fini en finalité. Alors qu'au départ, on allait, voilà, les, les matériaux, on a les matériaux, c'est-à-dire on a la main d'œuvre, bien sûr, au départ. On a une main d'œuvre, on a du matériau, la matière première, on va dire ça comme ça. On a de la matière première, du personnel, des machines, voilà. Mais plus on automatise, plus à outrance, comme ici, je veux dire, là, une société d'emballage, enfin, je m'excuse, c'est pas une société d'emballage, une deuxième fois je dis la société d'emballage, mais c'est pas une société qui utilise, voilà, à un moment donné dans sa chaîne de l'emballage, ben, elle va enlever 15 personnes, voilà, pour mettre une machine comme ça, la machinerie comme ça qui emballe. Et donc là, il faudra plus qu'une personne sur 15. Donc la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire qu'elle va restructurer parce qu'elle a des problèmes. En fait, non, elle n'a pas de problème. Elle peut avoir des problèmes, hein. Bon, toute société peut avoir des problèmes. Bon, elle va penser à restructurer parce qu'elle a des problèmes, pourquoi pas. Mais généralement, les sociétés ne restructurent pas parce qu'ils ont des problèmes. Ils restructurent parce que justement, ils se mettent. C'est le monde de la compétition. C'est le monde de la compétition, donc il y a d'autres sociétés qui fabriquent. Et donc pour se battre, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on va essayer de restructurer au maximum pour ramener des machines qui sont plus optimales à l'usage. Et donc, pour toujours être voilà, dans un point de vue compétitif par rapport aux autres entreprises. Et donc, c'est les machines qui vont produire. Donc, à la place de 15 personnes, on mettra une personne. Donc, on ne payera pas 15 personnes, on paiera une personne. Mais c'est vrai qu'il y a la machine à payer. Ben, ça, c'est un amortissement qui va se faire à long terme. Elle sera plus vite, elle sera vite, on va dire, plus rentable. Euh, le coût au service rendu sera beaucoup plus bénéfique que d'employer du personnel. Voilà. Ceci étant dit, c'est pour ça que une personne, enfin des sociétés quand elles se créent, la première option qui se pose à eux, c'est comment mettre la chaîne de production, je veux dire, pour pouvoir fabriquer un produit bien spécifique, quel qu'il soit. Voilà, une fois qu'ils ont les idées qui peuvent être mises en place pour pouvoir concevoir un produit ou caisse, peu importe, eh bien, c'est la chaîne de fabrication qui doit être pensée en premier lieu. Voilà, comment on va disposer les machines, comment la chaîne va comment on peut avoir un gain de temps par succession, je veux dire, des opérations qui peuvent avoir au sein de la société, et donc placer les machines, je veux dire, le plus judicieusement possible, les unes par rapport aux autres, pour qu'elles produisent et que la pièce puisse aller d'un endroit à l'autre le plus rapidement possible, avec en utilisant moins d'énergie possible, avec des coûts les plus bas possibles. Voilà, et c'est ça qui fera en sorte que à- à- en lançant des pièces en série, ben à un moment donné, le prix de revient coûtera moins cher. Bien sûr, il faut une demande, hein, parce que s'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien de faire une usine. Il faut provoquer la demande aussi, hein. La demande, il faut la provoquer. Euh, et seulement, quand on provoque la demande, on peut fournir de l'offre. Voilà, mais il faut la provoquer par la publicité, par voilà, se faire connaître, euh, faire connaître ses produits, faire connaître sa société, faire connaître sa marque, et ainsi de suite. C'est tout voilà, un travail de marketing à faire, bien sûr. En- en- je veux dire, est-ce que c'est de l'arrière-plan ou non, l'avant-plan? C'est de l'avant-plan, je crois, hein. C'est pas de l'arrière-plan. Il faut se faire ça en avant-plan. Donc, il y a une question de se faire connaître. Parfois, il y en a qui se connaître avant de lancer, voilà, euh, leur usine. Ils essaient de se faire connaître. Ils vont se dire, bon, il y a tel projet qui va avoir lieu là-bas, etc., etc. Ils se font connaître et puis après, à ce moment-là, ils lancent les produits et avec voilà, de la publicité, du marketing en avant-plan. Parce que je n'aime pas dire en arrière-plan, parce qu'en arrière-plan, ça fait second ordre. Alors, donc ici, je vous disais, voilà les robots, enfin des chaînes, des systèmes intégrés.
de fabrication. Voilà. Voilà, par exemple, ici, une découpeuse, on peut avoir des emballeuses, on peut avoir tout ce qu'on veut. Voilà, alors ici, je vais vous présenter un site ici, qui, bon, je le mettrai en lien. Je mettrai en lien ce site. Alors ici, on voit bien, on a un robot avec, je veux dire, une cabine de commande. Attention, control, en anglais, c'est pas contrôle. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une cabine de contrôle. En anglais, control, en anglais technique, parce que c'est de l'anglais technique ici. C'est pas de l'anglais pur et dur, c'est de l'anglais technique. Technique, c'est plutôt une vocation technique. C'est de l'anglais utilisé par bon, les techniciens et autres. Et donc ici, control cabinet, c'est voilà, c'est la cabine. D'ailleurs, c'est pas un cabinet, c'est une cabine. C'est une cabine de commande. Hein. Attention aux faux français. En anglais, il y a des faux français. On pense que c'est le même. On doit dire contrôle, contrôle. Non, non, ça va pas comme ça. Control, en anglais, ça ne veut pas dire contrôle en français. Control, c'est commande. Donc, c'est une cabine de commande. Donc, c'est là où tout le système électronique, hardware, et le software, parce que l'hardware, généralement, il y a des puces là-dedans qui vont intégrer voilà, du soft. Et donc, pour pouvoir faire fonctionner des systèmes d'exploitation, voilà, qui va être en lien entre déjà, je veux dire, l'hardware et le haut niveau. Le haut niveau. Donc, le haut niveau, l'utilisateur voit le haut niveau. Hein, parce que, bon, comme j'ai toujours dit, bon, l'informatique, c'est pas ce qu'on tape. Hein. Si vous tapez, par exemple, du texte, les ordinateurs qui sont l'électronique derrière ne comprend pas le texte. Hein. Lui, pour comprendre le texte, il faut qu'il repasse en binaire. Et pour passer en binaire, il y a tout un cheminement. Il y a l'hexadécimal, enfin, il y a l'assembleur. On peut passer en assembleur. Enfin, voilà. Et puis, on va vers des langages de plus bas niveau. Voilà. Voilà, donc on va voir l'assembleur. Ensuite, on peut avoir de l'hexadécimal. Voilà. Et puis après, on peut avoir voilà, les bits. On a des 0 et des 1. Donc, l'ordinateur, lui, il comprend que des 0 et 1. Mais l'être humain, il ne voit pas ça comme ça. Il voit du texte. Il voit du texte et des valeurs numériques. Donc, pour lui, il faut passer par plusieurs conversions pour lui faire comprendre le texte. Donc, c'est pour ça que je veux dire, il y a le langage bas niveau, haut niveau. Il y a ce que l'ordinateur comprend des 0 et des 1, parce que c'est des courants qui passent ou qui ne passent pas. Voilà, donc 0, 1. Et au-dessus, c'est quoi? C'est du texte. C'est du texte, c'est de l'alphabétique, l'alphanumérique. Voilà, avec on commande des fonctions, on commande ce qu'on veut. Et donc, là, les cartes hardware, ici, vont posséder, je veux dire, bien sûr, des mémoires, comment on appelle ça, c'est des cartes électroniques, hein, je veux dire, qui vont se placer et qui posséderont des mémoires, des processeurs, voilà, avec tous des registres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a dans une carte d'ordinateur, mais on l'aura ici. C'est des cartes comme ça. Et alors, on met des cartes, et alors, on peut, à travers ça, une fois qu'on a le langage au niveau, on peut repasser à commander, je veux dire, le robot qui n'est rien d'autre que, je veux dire, un périphérique extérieur par rapport à l'ordinateur. Donc un ordinateur, il y a voilà, son monde à lui, de l'ordinateur, mais il peut être connecté à toute une série de périphériques. Imprimante, souris, tout ce que vous pouvez connecter à l'ordinateur peut être, je veux dire, traité par un ordinateur. En entrée-sortie, aussi bien en entrée qu'en sortie. Parfois, les sorties suffisent à commander quelque chose, mais je veux dire, parfois, il faut quand même des retours des retours minimal. Maintenant, s'il y a une télécommunication entre, il y a un dialogue, on va dire bidirectionnel, à ce moment-là, s'il est bidirectionnel, c'est normal qu'il y a des informations qui sont envoyées et des autres qui reviennent. C'est tout à fait logique. Voilà. Bon, mais ici, on a une table de commande, enfin, une cabine de commande. Vous voyez que c'est une cabine de commande, parce que je veux dire, ça ne demande pas, je veux dire, alors ça demande d'être refroidi, parce que l'électronique, il faut toujours refroidir l'électronique, hein. Je veux dire, c'est comme ça. Ça chauffe, d'autant plus que plus vous avez des cartes, et plus ça va chauffer, et plus il faudra un refroidissement de la cabine. D'ailleurs, on voit en dessous une petite aération, et voilà.
généralement, il y a des ventilateurs qui permettent. Et s'il y a trop d'ordinateurs, c'est une salle informatisée, il faut mettre voilà, les conditions pour ramener voilà, une aération avec une certaine forme certaine température. Voilà. S'il y a trop d'ordinateurs, je pense au data center, s'il y a trop d'ordinateurs, là, on est obligé de refroidir parce que ça chauffe, on ressent la chaleur hein, voilà, de tout ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le robot ici, il est utilisé euh, par rapport au système informatique qui est la cabine, qui se trouve dans la cabine de contrôle. Je veux dire, le, le robot ne devient rien d'autre qu'un un périphérique extérieur, tel que, comme je vous ai dit, une tablette, une souris, une imprimante quelle qu'elle soit, laser ou imprimante à- enfin toutes sortes d'imprimantes, il y a toutes sortes d'imprimantes qui existent, voilà, imprimante matricielle, imprimante laser, imprimante à jet d'encre, enfin, voilà. Donc tous les imprimantes sont des périphériques, tout ce qui vient se connecter à l'ordinateur est un périphérique, tout ce qui est le monde extérieur à l'ordinateur est un périphérique. Vous allez communiquer un BAF, enfin vous allez mettre connecter un BAF, c'est un périphérique extérieur. Vous allez connecter euh, qu'est-ce- un piano, que ce soit la musique ou je veux dire des outils de bureautique tels comme imprimante, souris, tablette. Voilà. Alors on peut connecter ce qu'on veut. On peut connecter un disque dur, un autre disque dur externe. On peut communiquer, enfin voilà, on peut connecter ce qu'on veut. Et maintenant, en plus de ça, il y a le monde de la connexion de PC à PC. Voilà, donc on a alors on peut avoir des maîtres esclaves, des systèmes maîtres esclaves, on peut avoir voilà, c'est un système interconnecté où tout le monde voilà, peut dialoguer. Voilà, on est dans les réseaux, donc dans les réseaux informatiques. Donc elle est, voilà, et donc là, on peut piloter par exemple le robot à partir de chez soi. Voilà, c'est le monde de maintenant. 2025, c'est comme ça. Et donc, ça offre toute une panoplie de, je veux dire, d'avantages que la robotique est essentielle au monde d'aujourd'hui. Et donc, quelqu'un qui fait une usine, qui fait une usine et qui ne met pas de robot, je crois qu'il est on va dire qu'il est dans l'ancien temps. Il est dans l'ancien temps. Voilà, c'est comme ça parce que le monde de 2025, c'est comme ça. Vous voulez ouvrir une usine, c'est les robots. D'ailleurs, même des pays peuplés, des pays très peuplés hein, dans la planète, utilisent, malgré qu'ils sont peuplés, ils n'utilisent pas d'hommes. Ils utilisent des robots. C'est devenu la norme. Voilà, parce que je vous ai dit que même si vous êtes un pays peuplé, que les gens sont travailleurs, que les gens ont une certaine forme de rendement, mais ils n'égaleront jamais le rendement comment on appelle ça, de robot. Donc rien de tel que l'utilisation, l'usage de robots pour son industrie, son usine. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors maintenant, d'innombrables métiers, bon, sont sujets, sont conscients à, à faire du mal à la santé, à la santé physique, voire morale. Hein. Bon, il y a santé morale et santé physique, il y a le corps et l'esprit. Voilà, mais je veux dire, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, à ce moment-là, on essaie de mettre des machines là où le corps peut se blesser. Par exemple, les charges. Généralement, les gens ils portaient des charges lourdes. Avant, les sacs étaient de 50 kilos. Maintenant, ils sont plus que à 25. Mais malgré 25, on peut quand même se faire un bobo au dos. Donc, je veux dire, maintenant, c'est quelqu'un qui est dans une carrière, il va respirer. Voilà, toutes sortes. Alors, la respiration, ben, qu'est-ce qui est ardu? C'est beaucoup de choses. Ce qui est ardu, c'est la poussière. Ouais, quelqu'un qui va travailler dans une poussière, dans les mines, ou dans des mines de quelle qu'elle soit, il va tomber malade voilà, de ces poussières qu'il a avalées. Or, la machine, je veux dire, il faut faire un entretien. Voilà, on en nettoie, on rechange les pièces qu'il faut, et après il est reparti. Pour autant que. Donc, elle a amorti sur un nombre d'années. Après un nombre d'années, si elle fonctionne encore, tant mieux. Si elle fonctionne encore, tant mieux. Sinon, si elle amortit, on peut la revendre. Hein. On peut la revendre à un prix dérisoire et racheter une nouvelle machine, à repartir sur une nouvelle machine. Pourquoi pas? Mais disons que les machines, justement, sont utilisées là où la santé physique des personnes est mise à rude épreuve. Et je pense. Bon, le bâtiment, on ne le retrouve pas encore en bâtiment parce que. Bon, je rappelle que les robots peuvent être fixes ou mobiles. Maintenant, les robots devaient travailler dans un bâtiment, il faudrait envisager un robot mobile. Un robot mobile, parce que le métier du bâtiment, c'est beaucoup de. Voilà, ou alors on pourrait mettre un fixe
qui pourrait bouger un tout petit peu à chaque fois, mais alors un autre robot qui ramène de la marchandise. Parce qu'il y a celui qui ramène la marchandise et celui qui travaille les murs, par exemple. Qui travaille les murs. Donc, on pourrait envisager ça, ou alors une imprimante 3D, encore faut-il la programmer, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que dans le bâtiment, on pourrait envisager ceci, parce que c'est vrai que le milieu du bâtiment peut engendrer voilà, des maladies aussi respiratoires. En force de respirer des poussières, mais je veux dire, le poumon, il en prend un coup. Voilà, on va dire ça comme ça. Après des années, quelques années, je veux dire, c'est comme la cigarette, après quelques années, ben, les poumons, il en prend un coup. Ben, c'est comme ça. Le poumon, il est fort, mais à un moment donné, il a beau être fort, si on est resté trop longtemps, je veux dire, dans des formes de poussière malsaine pour le poumon, ben, après quelques années, 5, 10, 15, 20, 30, 40, voire 50 ans, il y aura toujours quelque chose qui va apparaître, qui sera le fruit voilà, de ces 50 ans de travail, au travail dans la poussière. Alors les poussières, on peut avoir toutes sortes de poussières, hein. Poussière sidérurgique, poussière dans les hauts fourneaux, il y avait des poussières, poussière dans les mines, poussière dans les carrières, poussière dans ce que vous voulez, vous avez des poussières. Alors il n'y a pas que les poussières aussi, il y a des travaux, par exemple, de chimiques, où utiliser trop de produits chimiques aussi est nocif pour les poumons. Je pense, je veux dire, à travailler dans l'acide sulfurique, l'acide, tout ce qui est acide, tout ce qui est produit chimique, plastique, les plastiques, etc. Bon, respirer un tout petit peu de plastique, ça fait pas de tort, mais respirer tous les jours de plastique pendant X années, ça aussi c'est un problème. C'est un problème. Respirer des peintures, ça ne fait pas de tort une fois, deux fois, bon, c'est pas ça qui va tuer quelqu'un, mais disons que des peintures au quotidien pendant 15-20 ans, effectivement, la personne en prend un coup au niveau de ses poumons, d'office. Et d'ailleurs, certains pneumologues peuvent voir tout de suite le métier de la personne en voyant le poumon. On peut voir voilà, la couleur dans les poumons, il peut voir ci, vous pouvez voir là. Voilà, ça se voit. Hein. Via une radio, on peut voir beaucoup de choses. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, je disais, là, oui, ici, j'ai décortiqué celui-ci. Celui-ci, il est fixe. Hein. Il est fixe, ouais, non. Non, lui, apparemment, il peut tourner. Il peut tourner au niveau de la base. Alors, vous avez waist axis. En fait, c'est la taille. C'est l'axe de la taille hein, qui peut tourner ici, dans ce cas-ci. On a la base. Voilà, waist, c'est encore une fois la taille. Ouais, on a l'axe de la taille. La taille est juste au-dessus de la base. Donc, vous avez la base. Vous avez la taille. Ensuite, vous avez le corps. Voilà, le corps. Ensuite, shoulder axis, c'est les épaules. C'est l'axe des épaules. Bon, ça a été recopié sur l'être humain. Ouais, voilà. L'être humain est très bien fait au niveau pour travailler. On a donné des mains à l'être humain pour qu'il puisse justement s'en servir et les utiliser. C'est ce qu'on appelle travailler. On travaille avec ses mains. Voilà. Alors, ils permettent de se déplacer. Donc, on lui a donné des pieds. Donc, des pieds pour se déplacer, des mains pour travailler. Alors, je vous ai toujours dit que l'appréhension, la main, ça a été, il a fallu des millions d'années, hein, parce on est passé de quadrupède à bipède. Voilà, on provient des quadrupèdes, on pourrait provenir de quadrupède, et donc la phase quadrupède, bipède, bon, elle a été, je veux dire, sur des millions d'années. L'appréhension aussi, elle a été donnée sur des millions d'années. On va se dire ça comme ça. Alors, ici, on a le corps qui est body, les épaules, shoulder, lower arm, ben, c'est le bras en bas, le plus bas. C'est le bras le plus bas. Parce qu'on a aussi forearm, voilà, c'est l'avant-bras. Il y a un bras plus bas et il y a l'avant-bras. Et puis, wrist, c'est le poignet. Vous reconnaissez le poignet. Wrist. Donc, vous voyez que ici, bon, c'est une forme. Hein. C'est une forme. Et chaque robot, fabriqué par des marques différentes, ou voilà, peu importe, chaque robot a son utilité. Donc, tous les robots ne sont pas comme ça. Hein.
Et je veux dire, ça c'est le robot, en fonction de ses fonctions qu'il doit établir, justement, c'est ce que je suis en train de voir. Ben, il a ses axes de rotation à certains endroits, et voilà, il a des rotations. Un robot n'est pas l'autre, on va dire ça comme ça. Il y a des types de robots, voilà. Un robot n'est pas l'autre. Un robot est dédié à des tâches, donc on va lui, voilà. Alors, elbow axis, voilà, c'est un axe de rotation. Un axe de rotation. Voilà, et tout ça, on peut commander. On peut commander tout ça. Donc, on a elbow axis qui est un axe de rotation. Shoulder axis qui est un axe de rotation. Et waist axis. Vous voyez, ici, on a combien de rotations? On en a même deux au niveau du poignet. Wrist, on en a un. Non, je m'excuse. Elbow, on en a un. Wrist, on en a un. Waist, on en a un. Et shoulder axis, voilà, on a une, deux, trois, quatre rotations. Non, il y en a encore une autre. Il y en a une cinquième. Il y en a une cinquième. Voilà, ici il y a 5 rotations, on les voit, hein, on les voit. Parce que elbow axis, il est représenté devant et derrière. Donc faut pas en compter deux d'axes de rotation, parce que c'est, à mon avis, c'est le même, à moins que je raconte une bêtise. Non, non, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, c'est pas le même. Disons qu'ici il y a une, deux, trois, quatre, non, 6 axes, 6, 7 axes de rotation. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et il n'y a aucune translation, je vois pas qu'il y a une translation ici. Normalement, il n'y a pas de translation. Ouais. Donc c'est 6 axes de rotation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 axes de rotation. Il y a 6 axes de rotation là-dessus. Voilà. Eh bien, moi, ce que je veux voir justement, c'est un petit peu ça. Mais sur celui que j'ai mis ici. J'en ai mis un là. Voilà, j'en ai mis un là. Je vais le décortiquer dans un petit instant. Alors ici, il y a toutes sortes de robots. Je ne sais pas ce que j'ai tapé. J'ai tapé robot industriel. Vous tapez robot industriel, robot manipulateur. Ici, c'est la marque Polar. Ils fabriquent voilà, des systèmes intégrés plus des robots. Voilà. Voilà. Alors ça fait quand même quelques années qu'ils fabriquent des robots, ces gens-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ici, on a des robots ABB. Brown Boveri. Je sais pas comment on appelle cette société-là, mais c'était Brown Boveri. Et A, je sais plus c'était quoi. Le A, c'était Asian Brown Boveri. Je ne me rappelle plus comment ce qu'on dit. Enfin bref, c'est pas l'intérêt. Alors ici, vous avez des marques en dessous. Hein. ASEAN, A-S-E-A-N, Brown, B-R-O-W-N, Boveri, B-O-V-E-R-Y. Je me rappelle plus, mais bon, à mon avis, c'était ça, ABB. ABB, c'était ça, Asian Brown Boveri. Voilà, c'est la marque. Alors, vous avez la marque QK, vous avez la marque ABB, Fanuc, vous les voyez les marques en dessous. Hein. Fanuc, Motoman Robot, Robot Kawasaki, voilà, Scara Robots, voilà. Alors on peut avoir des robots de tout ce qu'on veut, robots de soudage, robots de peinture, robots, voilà, il y a toutes sortes de robots. Toutes sortes d'emballage, voilà, de robots pour emballer, des robots qui... mais en automobile, on retrouve souvent peinture, hein, peinture et assemblage. Peinture, assemblage, assemblage, montage, peinture, voilà, c'est ce qu'on trouve. Dire, en général dans les sociétés automobiles. Mais bon, on trouve ça dans les grosses sociétés, les grosses boîtes, ils se permettent de, voilà, de saturer en robot. Donc là, il faut, on va dire, beaucoup d'électricité, c'est-à-dire c'est beaucoup d'électricité qui travaille. C'est-à-dire c'est, comment on appelle ça, il faut voilà, comment on appelle ça, des cabines électriques dédiées pour les robots. Parce que c'est quand il y en a beaucoup qui travaillent comme ça, on ramène voilà, des cabinets, on monte des sous-stations. Ouais, généralement, il y a des grosses industries où on tape des sous-stations électriques. Voilà, il y a une zone sous-station qui va commander toute l'électricité voilà, de l'usine.
Voilà, on monte des sous-stations électriques, euh, basse tension, voire haute tension, basse tension. Et après, bon, on a une zone qui est dédiée à toute l'électricité de l'usine. Quelle que soit l'usine, on trouve souvent dans les grosses usines, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Ils ont un besoin, notamment, ils produisent beaucoup. Donc, il y a un moment donné, il faut que soit qu'ils ont beaucoup de ressources humaines, ou alors, si c'est beaucoup de robots, c'est beaucoup d'énergie électrique. Voilà. Donc, euh, les grandes entreprises, maintenant, bien sûr, avec les restructurations, on a moins de ressources humaines, comme je vous dis, mais c'est beaucoup, voilà, les automatismes qui travaillent. Voilà, donc on fait travailler H24 les automatismes, et il y a moins de personnel, on va dire. Contrairement auparavant, bon, quand on sonnait la fin de la fin, l'heure de fin de travail pour les premières équipes, 3 x 8, bon, les premières équipes, hein, quand ça sonne, on voit on voyait 4-5 000 ouvriers partir, sortir, voire 2000, voire 1500, voire 500, voire 300, voire 250 ouvriers partir. C'était pas bon. Et les voitures, on les voyait, enfin les voitures ou les personnels qui prenaient le train, bon, on les voyait, je veux dire, de visu. Maintenant, c'est plus comme ça parce que, comme je dis, l'automatisme fait que on a moins de personnel dans les sociétés. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a moins de sorties de personnel quand il y a les premières équipes doivent sortir. Donc, il y a un remplacement d'une deuxième équipe par une première, enfin une première équipe par une deuxième. Et puis après, on a une troisième équipe qui va remplacer la deuxième. Et après, la troisième est remplacée par la première et ainsi de suite. C'est un roulement, voilà, au niveau du travail. Un roulement au niveau du travail. Et comme je vous ai dit, il y a moins de personnel. Donc les fiches de paye, il faut moins en faire. Il y a moins de fiches de paye à réaliser parce qu'il y a moins de personnel, et ainsi de suite. Donc c'est bénéfice pour l'entreprise. Maintenant, c'est pas bénéfice pour le travail, hein, en général, bon, parce que ça va induire bien sûr du chômage. Hein. Ce monde-là induit, je veux dire, du chômage. Et il va beaucoup plus induire du chômage à l'avenir, parce que plus on avance, et plus le monde devient comme ça. Le monde devient de plus en plus, je veux dire, le jour il sera réalisé par, je ne sais pas combien de pourcents qu'on est, mais le jour il sera, on sera à une certaine, on sera à outrance de ce phénomène, voilà, comment on appelle ça, de production industrielle par les robots, les machines, les automates, etc. Quand on sera à outrance là-dessus, ben, le chômage sera encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé. Et alors on peut travailler, mettre des automates à tous les niveaux, hein. Construction, bâtiment. Mais maintenant, le bâtiment, c'est pas encore fort utilisé. Voilà. Euh, c'est pas encore fort utilisé. Mais ça viendra un jour aussi. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je vais voir ici ce fameux robot ici, le décortiquer. Donc il a une base au sol, on le voit. Alors le tout c'est de voir les pièces, si je m'intéresse aux pièces. Alors j'ai un organe ici, c'est une chaîne. Hein. Voilà, ici je vous l'appelle la base, ici c'est la base, P1. Puis on a un long bras ici, que je vais appeler... Il y a une rotation ici. Hein. Déjà ici on peut voir que la machine, le robot il va tourner comme ça. Comme ça, comme ça. Donc c'est que là-bas il y a un axe de rotation. Il y a une rotation. Ensuite, on a la pièce P2 qui, bon, elle va tourner par rapport à P1. Ensuite, on a la pièce P3 ici, qui est une translation intérieure. Voilà. Il va rentrer dans la pièce P2, P3 rentre dans la pièce P3 et puis il ressort. La tête du robot, dans la tête du robot, que j'appelle tête, voilà. On retrouve beaucoup d'éléments.
Alors, moi, ici, j'appellerais par exemple ici, P1, c'est la base. P2, on pourrait dire que c'est le body, c'est le corps. P3, ben, c'est encore une partie, une sous-partie du corps, hein, simplement qui est translatée. Ici, on a la tête. P4 est la tête. Mais alors là, ce que je vais décortiquer P4, je vais mettre ici, là je peux avoir une rotation. Donc c'est pour ça que je vais mettre une pièce ici. P5, un organe en rotation qui est là. Voilà, ça c'est un organe en rotation. Donc ça veut dire qu'il va permettre de faire tourner la tête comme ça. Puis vient ici, on a ceci. Et lui, il peut tourner la pièce P3, P5, qui est en contact avec une certaine pièce P6. La pièce P6, je veux dire que c'est tout ça. Et là, j'ai encore une rotation comme ceci. Et bien sûr dans l'autre sens. Hein. Voilà, et je mets une autre pièce, voilà, qui va faire une rotation comme ceci, et dans l'autre sens, bien sûr. Hein. Voilà. Parfois, attention que les rotations dans les robots ne font pas toujours 360. Il ne faut pas croire que c'est... Voilà. Ce sont des liaisons rotoïdes. Rotoïdes, c'est comme un genou. Un genou, il ne fait pas 180 degrés. Hein. Sinon, s'il fait ça... Enfin, il ne fait pas 360, c'est ça que je veux dire. S'il ferait 360, c'est que le genou il est cassé. Le pied il est cassé. On va dire ça comme ça. Donc ici, on va se dire que les liaisons rotoïdes, alors en translation, c'est les liaisons prismatiques. C'est des liaisons prismatiques. Liaisons rotoïdes, n'allez pas croire que c'est une rotation toujours à 360. Il ne faut pas voir la rotation comme étant à 360. Parfois, on a une rotation qui va faire que 180, voire 90, ça dépend. Voilà le robot. Mais je veux dire, la rotation doit faire nécessité. La nécessité fait loi. Donc, s'il faut une rotation de 360, on essaiera de mettre une rotation de 360. 680 degrés suffit, on n'ira pas au-delà. On n'ira pas au-delà. Par exemple, ici, je prends le cas de figure ici. Ici, la rotation de la base, je pourrais la faire sur un angle. Alors ici, bien sûr, on a des robots où la tête est robuste. Hein. Ça dépend ce qu'elle doit prendre. S'il prend qu'un lanceur de peinture, à air comprimé par exemple, voilà, c'est pas lourd. Il aura une petite tête. Hein. Voilà. Maintenant, alors si maintenant on se dit qu'on veut construire un robot, on se dit là, où est la zone de travail? La zone de travail elle est ici. Donc on va se dire il y a un certain angle, pas plus. Elle ne doit pas aller derrière. Donc à ce moment-là, on va fabriquer le robot. Voilà, le robot va être fabriqué de telle manière à ce que la rotation ne dépasse pas voilà, l'angle formé. Voilà, on va se dire comme ça, dans la zone de travail. Donc il ne peut pas aller derrière. Mais maintenant, si on veut fabriquer un robot qui a le droit d'aller derrière, aller chercher des affaires derrière, on va fabriquer un robot qui fait 360. Tout dépend de l'usage du robot, ce qu'on va en faire. Et ce que je veux dire, l'usine veut. S'il veut pas, il veut que le robot ne doit pas tourner sa tête en arrière parce qu'il y a une cabine en arrière-plan, comme dans ce cas-ci. Là, j'ai mis une cabine. Donc, bon, si la cabine est derrière, bien sûr, il y a une zone de sécurité, hein, de tout de suite. Il y a une zone où on ne peut pas aller. Il y a des zones, bien sûr, tout ça, ça doit être cadré. Hein. Bon, il faut mettre des lampes. Il faut voir qu'est-ce que dit la sécurité là-dessus. Ben, on va mettre voilà, des grillages ou voir
On va grillager tout ça. On va grillager, histoire qu'on mette une zone, voilà, de sécurité en parler. On met du grillage avec des plaques signalétiques, voilà, annonçant une certaine forme de sécurité, avec des capteurs, et ainsi de suite, s'il y en a un qui rentre dans la zone de sécurité, voire des lampes. Des lampes. Donc, l'automatisme peut gérer tout ça, hein. L'automatisme peut gérer la sécurité, tout ce qui est hygiène, sécurité. Peut-être, voilà, commander, enfin, peut-être. Alors, c'est vrai que c'est une cabine de commande, mais c'est vrai que elle ne fait pas que de la commande, elle peut faire du contrôle. Elle peut faire du contrôle aussi. Bien que ça s'appelle control cabinet, control c'est cabine de commande. Alors elle peut, malgré que c'est une cabine de commande, voilà, elle peut faire du contrôle, notamment le contrôle, la surveillance, surveillance hygiène sécurité, voilà, avec toute la panoplie. Voilà. Et alors gérer tout ce qui est les lampes, etc. Elle peut gérer les lampes. Voilà, ici on va mettre un piquet avec des lampes, il y a plusieurs couleurs de lampes. Voilà. Et donc là, on va mettre une porte. Voilà. Et alors, donc, la cabine peut contrôler la sécurité. L'ouverture de porte, il peut commenter l'ouverture de porte. Voilà, une sirène, mettre une sirène en marche ou des choses comme ça. Voilà, donc vous voyez que la sécurité, c'est quelque chose de très important pour les automates programmables. Il suffit pas de programmer. Bon, on n'est pas à l'école ici, hein. Ici, quand vous faites dans une usine, vous n'êtes pas à l'école, hein. À l'école, bon, vous programmez, bon, les gens ils s'amusent à faire de la programmation. J'ai bien dit, ils s'amusent à faire de la programmation de manière sérieuse, d'autres de manière moins sérieuse. C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui aiment bien de rigoler en classe. Mais je veux dire, dans une école, quelqu'un il va faire de la programmation, bah, il va essayer de faire, bon, à sa façon, voilà. Mais en fait, ça se passe pas comme ça dans une usine. Il ne faut pas transposer tout ce qui se passe à l'école à l'usine. Parce qu'à l'usine, on ne permet pas tout n'importe quoi. Il suffit qu'il y en a un qui veut essayer de programmer, je veux dire, quelque chose pour le robot, et qui n'est pas dans la, voilà, qui n'est pas mise voilà, de façon standard, écrite de façon standard. Et s'il se passe un incident, ou voire un accident, du fait de la programmation, il est premier responsable, hein. C'est les tribunaux qui vont l'appeler. Donc, aller chipoter dans voilà, comment on appelle ça, le pupitre de commande et le programmer, bon, on n'est pas à l'école. Je veux dire, c'est quelqu'un de hautement responsable. Le premier mot, c'est le mot responsable, parce que c'est l'hygiène et la sécurité, ça peut créer des accidents très graves. Un robot, ça pèse pas 3 kilos, hein. Surtout quand il est en plein mouvement, il ne va pas s'arrêter parce que vous êtes là. Si, il va s'arrêter si vous êtes là, si la sécurité a bien été établie. C'est ça que je dis. Donc quelqu'un qui s'est cru à l'école, qui n'a pas mis tout ce qui est standard sécurité en œuvre autour du robot, et je veux dire, on n'est pas à l'école ici. C'est une personne hautement recommandée, responsable, qui doit toucher, je veux dire, à ça. Et si maintenant il se passe quelque chose, ben, c'est lui le premier responsable. Puisque c'est lui qui est responsable justement de l'encodage, de la programmation, et notamment de tout ce qui est commande comment on appelle ça, du robot, et de la sécurité. Et de la sécurité, et de la sécurité. Je répète 3 fois parce que la sécurité, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'à ce moment-là, quand s'il y a un accident, ben, la première des choses qui va être vérifiée par les experts. Voilà. Les experts, ben, ils vont voir si tout a été fait dans les règles de l'art. Notamment si la sécurité est établie au niveau de tous les capteurs, au niveau des sirènes, voilà, des zones de sécurité, ce qu'impose la sécurité en général. C'est pour ça qu'il faut lire les documents sur la sécurité, ce qu'elles imposent, et sur la programmation de la sécurité. Bon, c'est pas une affaire, je veux dire, d'étudiants, hein.
C'est pas, on va pas mettre un étudiant, tu fais ça, bon, il va le faire, et puis après on se rend compte que au niveau de la sécurité, il a rien fait. Et bon, il a pas fait ce ce qu'il devait faire au niveau, ce qui était nécessaire au niveau, il a pas fait ça. Il y a un accident, ben, je veux dire, ça va tomber sur le patron. On va se dire que pourquoi tu as mis un étudiant pour, pour, euh, pour programmer le robot alors que ça nécessitait une personne responsable, habilitée, voilà, formée et habilitée et connaissant, voilà, les us et coutumes de la sécurité autour d'un robot. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que programmer un robot, c'est pas que savoir programmer, c'est aussi être responsable de tout ce que va faire le robot. Sécurité, l'hygiène, euh, réparation, dépannage et ainsi de suite. Chez les responsables des robots, ben, on va lui dédier toutes les... Et il sera formé pour ne pas faire de la programmation comme à l'école, bon, comme il a envie, parce qu'on ne fait pas comme on veut ici, c'est vraiment respecter, je veux dire, le cadre de la programmation du robot. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, quand on est à l'école, quand on fait de la programmation, ça ouvert à tout, hein. Vous faites comme votre programmation, comme vous en avez envie. Mais oui, je veux dire, euh, ici ça se passe pas comme ça. Je veux dire, ça marche sur voilà, euh, sur des choses qui doivent être claires, nettes et précises. Et, euh, et c'est bien sûr où là, le domaine de la sécurité prend une grande ampleur ici, une grande ampleur. Voilà. Ceci étant dit, je vais faire le robot ici. Donc, j'ai un corps P1. Alors, il y a la Terre, hein. Ici, je vais mettre la Terre, le sol. Donc, on a un corps P1 qui est au sol, la base. Ensuite, on a un corps P2. Alors, là, on a déjà notre première rotation entre P1 et P2. Ensuite, P2, P3. Là, entre P2 et P3, il y a une translation. P3, alors je sais pas pourquoi je suis passé à P5 directement. Et à P4. Ouais, bon, je vais rappeler P4 et pas P5. P4, P3, P4. Je sais pas pourquoi j'ai appelé directement P5. Bon, j'ai oublié une valeur. Il y a une rotation. Et puis, P5, P6. Non, puisque ici c'est P4. Ben, le P6 devient P5. Hein. C'est une chaîne. Alors, P4, P5, rotation. Voilà. Ici, je pourrais appeler ça. Attention que c'est P4. P3, P4 rotation. P5, il n'y a pas de rotation. P5, par contre, P5, P6, c'est une nouvelle rotation. P5, P6, il y a une rotation. Et enfin, P6, P7, et une rotation. Donc il faudra 1, 2, 3, 4 axes de rotation et un axe de translation. Et donc ça, je peux le traduire assez facilement en regardant le robot, bien sûr. Donc il y a la terre, le sol. Je vais avoir P1, P2, une rotation au niveau de la base. Oh, c'est dans les deux sens, hein, rotation. Je mets qu'un seul sens.
Ensuite, il faut que je ramène un axe de rotation. Oui, j'ai oublié une rotation. Hein. Parce que lui, il peut tourner comme ceci, mais il peut faire ça aussi. Le corps P2, P1, P2. Bon, je devrais... Normalement, il y en a qu'un ici. Je vais décomposer ici. Bon, enfin bref. J'aurais dû ici, normalement, parce que j'ai oublié qu'il pouvait faire ça aussi. Il peut faire ça le robot. Bon, alors ça y est, je vais l'appeler P1 bis alors. Ou ouais, P1 bis. Il y a un cours P1 bis ici. Alors, est-ce que je modifierai tout? Je vais modifier après. Donc ici, il faut que je ramène tout un axe comme ceci. Mais on sait bien que celui-ci, l'axe de rotation, il est là. Donc il faut que j'aille rechercher. Voilà. Je vais sortir par l'axe de rotation. Et revenir me raccrocher. Je fais au brouillon et puis je ferai... Voilà, et là je peux me raccrocher à l'axe ici. Voilà. Donc, je vais recommencer petit à petit, plus au propre. Donc P1. Le P1, ça va être ici. Bon, je vais recommencer parce que c'est vrai que j'ai recommencé, j'ai oublié une pièce. P1. Alors P1 bis, je vais l'appeler P2. P1, P2. Même rotation. Donc le sol, je pars du sol. Voilà, l'axe de rotation est ici. Sur base de ça, je vais aller chercher le deuxième axe de rotation. Et donc, la rotation ici, une, c'est celle-ci. P1, P2, c'est la première. Bon, la seconde, c'est P2. Ouais, c'est P1, P2. Ouais, P2, c'est donc c'était bon tout à l'heure. J'ai rien à modifier, j'ai pas besoin de PB. Donc ça c'est P1 vers P2. Là, je cherchais son axe. L'axe de rotation est ici. Voilà. Je vais rechercher l'axe de rotation d'arrière-plan. Et le tout, c'est de remonter comme ceci. Donc, je vais aller chercher. On va le remettre là-bas.
Je vais faire monter comme ça. Voilà, ça c'est l'axe, tout l'axe voilà, qui va contenir P3, etc. Alors, P1, P2, je dis qu'il y a une rotation. En P2, P1 vers P2, P2 vers P3. Il y a aussi bien une translation, rotation, que je vais appeler R, rotation 2, et une translation 1. Voilà. Donc celui-ci, le R2, rotation 2, ici. Et puis on a voilà, un accouplement rigide. Prismatique. Il n'est pas rotoïde. Rotation, c'est rotoïde. Ça, c'est l'axe. Hein. C'est l'axe où on va voir la translation. Donc ça, c'était 1. T1, translation, comme ça, et dans l'autre sens aussi. Ouais, comme celui-ci peut faire ça, ça. Voilà, bon. Alors ça, je vais mettre tout simplement 2 flèches. Complètement raté. Voilà, ça c'est une rotation 1, rotation 2, translation P2, P3. Donc P2 il va subir deux choses. Le P3 va subir une translation en même temps que le P2. Le P3 va subir une translation voilà, dans le corps P2, mais P2 va faire une rotation, et en même temps il va entraîner P3, c'est ça que je veux dire. Alors maintenant ensuite on a P3, P4, là on a une rotation. Alors rotation que je vais mettre suivant l'axe. Donc là, on a R3. Et puis on voit qu'on a P5. P5, on a de nouveau une rotation R4. Mais dirigée comme ceci. Son axe de rotation, il est comme ça.
Alors on va dire ça comme ça. Donc l'axe de rotation il est comme ça, et donc on a bien P5 ici. Donc je vais le mettre dans un axe comme ceci. Voilà, on a un changement d'axe. Voilà. Bon, celui-ci, le P6, donc P5, P6. Il y a une rotation 5. Alors, celui-ci, le P7, j'aurais pu le ramener sur l'axe. Hein. J'aurais pu le ramener sur l'axe là-bas. P7. Bon, ici, il n'est pas sur l'axe, mais je peux le ramener. Supposons qu'il était sur l'axe, j'aurais pu le ramener. Supposons que je ramène sur l'axe, que tout est axé. Supposons que bon, je l'ai mal dessiné, mais c'est vrai que si P7 est sur l'axe ici, je vais ramener P7 sur l'axe. La rotation donc de P6 à P7, j'ai une rotation 6. Bon, il n'est pas tout à fait bien dessiné, mais bon, j'ai ramené, si vous voulez, la buse voilà, sur l'axe. J'ai ramené, bon, j'ai fait une correction, j'ai ramené la buse sur l'axe. R6. Et donc là, vous avez voilà, les mouvements du robot. Une rotation R1 et une rotation R2. Alors l'axe, normalement l'axe il est ici. Ça c'est l'axe que j'ai dessiné à l'intérieur là-bas. Il est à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'axe à l'intérieur. C'est l'axe qu'on retrouve à l'intérieur, au centre. Hein.
Là, on retrouve l'axe, il est au centre là-bas. Il va passer par... J'aurais dû le faire passer par ici, mais enfin bref. Bon, c'est l'axe là-bas. Et voilà, donc ça c'est le robot. C'est le robot que vous avez à gauche. Mais simplement j'ai fait une modification. J'ai représenté la buse sur l'axe. Hein, parce que c'est vrai que dans le dessin à gauche, je ne l'ai pas mis sur l'axe. Mais ici, voilà, je l'ai représenté sur l'axe. Voilà, et donc ça, ici vous avez le robot. Donc on voit ces mouvements, hein, rotation, translation, de nouveau une rotation, ensuite une autre rotation et puis de nouveau une rotation. Ben, la buse, il faudrait la repositionner sur l'axe. Bon, je n'ai plus de place pour le faire. La buse, voilà, pour la repositionner sur l'axe, il faudrait que je remette ceci ici.
Ouais, et comme ça, bon, j'ai l'axe ici. Tout est axé. Tout est axé. Donc on peut percevoir les mouvements, hein. La tête va tourner. Elbow, c'est la tête. Ouais, elbow, c'est la tête. Elle va tourner d'une certaine façon, puis d'une autre façon. Et voilà, on pourra jouer sur la buse. Sur la buse assez facilement. Je vous remercie.